La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau journal du télétravail Würth Électronique France. La session commence maintenant avec aujourd'hui pour présentateur principal Alain Lafointe, notre ami niçois, qui va vous parler d'USB type C. En ma personne, Germain, je serai modérateur, donc je vais juste répondre à vos questions-réponses sur l'interface. La session durera, comme d'habitude, environ 30 minutes et on se garde une marge de 15 minutes pour répondre aux questions-réponses. Je veux dire par la voie orale à la fin. Après, en attendant, je m'occupe de l'interface à l'écrit. Sur l'interface que vous voyez ici, par le petit onglet questions que vous pouvez ouvrir si vous utilisez votre ordinateur. Si vous êtes sur une tablette, vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation et poser votre question. Après la session, s'il y a encore des interrogations de votre côté, vous avez ce mail que vous pouvez utiliser pour nous envoyer vos demandes. Il y a un questionnaire satisfaction à la fin. Nous serions ravis que vous y répondiez pour améliorer au fil du temps nos webinaires. C'est parti. Le sujet du jour est l'USB type C et je vais maintenant passer la main à Alain. Alain, j'espère que tu m'entends. Je vais te passer la main. Je te laisse mettre ton écran et tout ça. C'est parti. Alors. Bonjour à tous, bienvenue à cet apéro visio qui va concerner l'USB type C. On va en parler une petite vingtaine, trentaine de minutes concernant les points les plus importants pour faire la distinction entre un USB type C classique et l'USB type C Power Delivery pour pouvoir jouer avec le transfert de l'alimentation. Quels sont les points importants à prendre en compte? Quels sont les points critiques qui pourraient éventuellement vous cramer votre Samsung, votre Apple éventuellement, ou tout autre système qui utiliserait un connecteur type C. J'espère que vous m'entendez bien et on va commencer tout de suite. Donc, si vous avez des questions, vous avez la petite case où vous pouvez écrire et Germain, s'il trouve la question très compliquée, éventuellement, il pourra nous la transférer à la fin pour que tout le monde ait la réponse. Sinon, ce sera au cas par cas et en privé où la personne qui pose la question recevra la réponse. Donc, comme mon accent ne vous le dit pas, je suis niçois et vous allez éventuellement me poser quelque part dans le nord de la France ou éventuellement derrière la frontière quand je vais m'emballer un peu en parlant du type C. Mais je suis niçois et là, je suis pas loin de la plage. Même si je me penche un peu de la chaise, je vois la mer. Ça, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Allez, vive le télétravail. On est parti. Donc, le type C, à l'origine, c'est un organisme, l'USB.org, qui a développé un port série. Ça date de 96. La vitesse à l'époque, c'était pas grand-chose, un multiméga. C'était déjà pas mal. Mais bon, aujourd'hui, c'est plus suffisant. Et on arrive sur des versions qui proposent 10 gigas. Alors, USB 3.0, 3.1, 3.1, 3.2, 3. quelque chose, ça devenait trop compliqué pour parler de vitesse. Donc, aujourd'hui, ils ont viré tous les numéros et on va parler de super speed, high speed ou des choses comme ça. Ça évitera de jongler avec les chiffres. Pourquoi les transformations des connecteurs? Tout simplement parce que aujourd'hui, ce qu'on demande sur le marché, la majorité du temps, c'est l'intégration à outrance des composants pour avoir des plus petites tailles possibles. Donc, on avait le gros type A et le type B de l'époque.
on avait de la place, on s'en foutait. On est passé sur du mini et du micro USB. On est passé sur l'USB 3, mais ça n'a pas été un franc succès parce que un peu large quand même encore le connecteur. Donc, il n'a pas eu un gros impact sur le marché, notamment dans la téléphonie, parce que les fabricants de téléphones, quand ils ont vu le gros bébé, ils se sont dit même pas en rêve. Donc, il a été un peu morné. En même temps, ils avaient développé la possibilité d'avoir un peu de puissance au travers du connecteur pour battery charging. Honnêtement, c'était une usine à gaz parce qu'il y avait beaucoup trop de difficultés à faire passer la puissance là-dedans. Et en même temps, pratiquement à la même époque, Qualcomm est arrivé avec son fast charge et il leur a taillé des croupières. Donc, l'USB s'est dit, si on ne veut pas mourir avec notre connecteur, ça c'est mon opinion personnelle de Niçois, hein. Si on ne veut pas mourir avec notre connecteur, ce qu'il va falloir faire, c'est quelque chose d'un petit peu plus pratique, qui fournisse un petit peu plus de puissance et qui s'ouvre au monde extérieur, parce que à côté des ports qui communiquent à vitesse élevée, il y a aussi du HDMI et d'autres. Donc là, ils se sont dit, si on pouvait faire quelque chose d'universel, ça pourrait être bien et ça pourrait relancer le business de l'USB. Donc, comment faire? On a toujours trouvé chiant le TIPA parce qu'il n'y a que 2 sens et en général, on se trompe toujours, même si on n'a qu'une chance sur 2, mais en général, on se trompe toujours dans le sens du connecteur. Donc, ils se sont dit, premièrement, le connecteur doit être réversible. Comme ça, même si je ferme les yeux, je vais pouvoir mettre le connecteur dans le bon sens du premier coup. Deuxième possibilité, deuxième truc, c'est il faudrait que la durée de vie soit la plus élevée possible par rapport à un USB classique. Là, on propose un connecteur donc, qui a 10 000 cycles d'utilisation. Donc, si on fait de la charge et de la décharge, si on est fanatique du téléphone, on va peut-être le charger 2 fois dans la journée. Donc, à 10 000 cycles, ça fait 14 ans d'utilisation. Donc, 14 ans d'utilisation sur un connecteur, le marché industriel commence à être intéressé puisqu'on n'est plus dans quelque chose de fragile. Puissance, on en parle juste après. Après, ce qu'on fait, il faut que ça soit utilisable avec les anciens produits, donc l'USB 2.0 avec les 2 pins. Il faut que ce soit de l'USB et ouvrir au monde entier avec probablement peut-être du HDMI si certains le souhaitent, ce qui est actuel aujourd'hui, plus un protocole propriétaire, parce que même si je fige le connecteur et qu'il est universel, je peux verrouiller mon application avec quelques données propriétaires. Ça, c'était pour chatouiller Apple, pour qu'il arrête avec son connecteur propriétaire et qu'ils puissent utiliser un type C et tout en vous vendant quand même les applications à la peau du cul. Et vous avez aussi quelques accessoires. Power Delivery, c'est quoi? L'USB standard fournit 5 volts, quel que soit le courant derrière que je peux vous proposer, mais ça reste du 5 volts safe. Avec le Power Delivery, je vais pouvoir vous proposer des tensions de 5 jusqu'à 20 volts. Jusqu'à 5 ampères, donc ça fait jusqu'à 100 watts dans ce petit connecteur. Plus du fast charge aussi éventuellement qui peut être possible. Donc là, on ouvre des marchés qui sont relativement intéressants. HDMI, comme je l'ai dit, message propriétaire, donc je peux sécuriser et authentifier la source, la charge. Si je ne te reconnais pas, tu n'auras pas accès à certaines de mes fonctions, etc., etc. Donc, le pinning est le suivant. Mon point de vue, c'est un pinning un peu malheureux, mais c'est ce qui est, puis plus personne va le changer. Donc, le réceptacle propose les différentes connexions pour pouvoir intégrer le high speed des 2 côtés, pouvoir intégrer l'USB 2.0
pouvoir intégrer l'alimentation avec 4 pins d'alimentation et 4 pins de masse. Des pins supplémentaires, si j'ai par exemple envie de dire que je veux passer à un moment donné en HDMI, il faut que je prépare ça. Donc, ces 2 pins-là vont être dédiés à des choses propriétaires. Et après, pour que je puisse me reconnaître entre type C, j'ai 2 pins de communication qui vont me permettre d'établir le protocole. Le plug de l'autre côté, exactement la même chose. Si tant est que, comme les 2 pins de l'USB sont au milieu, c'était pas nécessaire de rajouter 2 autres pins, puisque quel que soit le côté où je vais me tourner, je vais toucher le contact. Ça gratte un pouillème de pins plaqué or, donc ça gratte un pouillème sur le tarif. C'est tout ce qu'on peut en retenir. Donc ça, c'est l'assignement des pins. Vous pourrez le relire puisque la présentation sera disponible. C'est pas la peine que je vous lise la slide, c'est pas super intéressant. Il vaut mieux qu'on parle de ce qui est autour. Donc, le but du jeu derrière, c'est de pouvoir être interopérable et de pouvoir rationaliser les quantités d'alimentation, les quantités de câbles. Si vous êtes comme moi, vous avez un ordi portable, vous avez probablement une tablette, vous avez aussi un téléphone. J'ai 3 systèmes différents, donc j'ai 3 allumes différentes quand je me balade ou quand je me baladais, parce qu'aujourd'hui je suis un peu moins emmerdé. Et quand je me baladais, et puis dans pas longtemps on retournera en balade, ça fait beaucoup dans la mallette. Et quand le système est cassé, l'alimentation, je ne la garde pas, je la jette. Donc, si je peux me retrouver qu'avec un seul connecteur ou une seule alimentation pour alimenter le tout, tout le monde est content pour la préservation de la planète. C'est ça qu'il y a derrière et c'est ça qui a poussé les gens à venir aussi sur un format unique de connectique pour la data, l'alimentation. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce standard? Parce que puisqu'il n'y a qu'un seul connecteur, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois penser à faire et à ne pas faire? Bon, les applications elles sont tellement vastes que tout ce qui est portable, jusqu'à 100 watts, va pouvoir être intéressé. Et un autre marché qui est aussi d'avenir, c'est le plug secteur. Remplacer le plug secteur que l'on connaît tous, alors que ce soit version US, version européenne, par juste une alimentation dans le plug secteur qui pourrait monter jusqu'à 100 watts. Challenge technique, parce que la dimension du plug secteur, c'est 4 par 4 par 3 cm. Donc, il faut mettre dedans une alimentation 100 watts. La dissipation est une chierie, donc ça, c'est challenging de mettre 100 watts dans le plug. Mais l'année prochaine, les 65 watts devraient sortir sur le marché. Et les 100 watts, dès qu'il y a un système qui a un USB et qui a besoin de 100 watts, ça sera disponible. Ce qui fait qu'on va tous se promener simplement avec un câble type C, 3 ampères ou 5 ampères. Ça va faciliter la vie de tout le monde. Ça, c'est le connecteur. Connecteur type C, puisque je dois passer un peu de puissance, un peu de data, il a fallu le retravailler d'un point de vue EMI, d'un point de vue robustesse. Donc, entre le plug et le réceptacle, de pouvoir s'assurer qu'il y ait 10 000 cycles d'utilisation dans n'importe quel sens. Vous allez retrouver les connecteurs la majorité du temps. Ce qui est important à voir, c'est s'ils sont certifiés et s'ils sont TID listed. Ça veut dire s'ils ont été certifiés par l'USB, qui sera gage de qualité, puisqu'ils sont super petits. Il y a quelque chose qui ressemble à 150 microns d'espace entre les pins. Et je veux mettre du 100 watts dedans, donc j'ai plutôt intérêt à ce qu'il soit robuste et de bonne qualité. Donc, si vous regardez les petites mentions ici, il n'y a que les pins d'alimentation qui tiennent 1 ampère 25, il y en a 4, ça fera 5 ampères à la sortie.
Toutes les autres, c'est des pins de communication qui n'ont pas besoin de tenir le choc. Par rapport à l'assignation des pins sur le connecteur, j'ai des pins d'alimentation qui sont juste à côté des pins de communication. Donc, ça veut dire que si j'ai 150 microns d'espace entre les deux, ça veut dire que si mon connecteur n'est pas robuste, que j'ai du 20 volts sur la pin d'alimentation, un petit déplacement va me mettre un court-circuit et je vais coller ce 20 volts sur une entrée qui va supporter peut-être 7. Donc, de là, le fait que je peux cramer facilement un système si je n'utilise pas le bon USB. Vous voyez ici en gros plan ce qui peut se passer avec ce type de connecteur low cost. Donc, si vous voulez faire des économies, n'économisez pas sur le connecteur. Et on va regarder maintenant un peu plus en détail comment se protéger et anticiper ce problème-là. Donc, qu'est-ce que le standard me dit? Le standard, mis à part qu'il me dit que je dois détecter une batterie complètement vide pour pouvoir commencer à lui fournir, je dois faire un contact avec 0 volt. C'est un contact à froid. La connexion entre une source et une charge doit se faire à froid, donc je dois présenter maximum 0,8 volts, voire 0 volts sur ma pin d'alimentation. Ça, c'est dans le but de protéger déjà mon système. Je dois identifier si je suis une source, si je suis une charge, si je suis n'importe quoi, parce qu'il n'y a rien qui ressemble de plus à un type C qu'un autre type C. Donc, j'ai vraiment besoin qu'il y ait quelqu'un qui me dise je suis source ou je suis charge. Pardon. Et je dois assurer ma protection. Mais c'est ma protection que je dois assurer. Ma protection n'engage pas le fait que je protège le reste. Si je suis une source d'alimentation, je dois avoir un système de protection pour pas que je crame moi. Mais si je crame la source, je m'en fous parce que le standard, il me dit pas de le protéger, il veut que je me protège moi. Donc, c'est là le petit point critique, c'est que c'est pas parce que je me protège que je vais protéger les autres. Comme je disais, il n'y a rien de plus qui ressemble à un type C qu'un type C. Avant, si j'étais source ou j'étais charge, j'avais un type A ou un type B. Donc, c'était tranquille, je ne faisais pas d'erreur, je savais où plugger. Je savais où il était papa, où il était maman, et j'avais pas de soucis. Là, je vais plugger, je peux être deux sources, je peux être deux charges, je peux être un dual port, je peux être n'importe quoi, et il faut que je me synchronise, et puis il faut que je discute pour y aller. Et il faut que je discute de façon safe. Un petit schéma un peu simplifié pour montrer tout ça. Mon câble, mes connecteurs sont par là. J'ai ma source, j'ai ma charge. Donc, j'ai mes pins de communication CC où je vais me connecter. Si je fais que du type C, que je ne fais pas de power delivery, je ne communique pas, je vais me reconnaître en plaçant un jeu de résistance RP-RD. RP pull-up et l'autre pull-down, c'est comme une source de courant avec une valeur spécifique. Comme ça, mon contrôleur va pouvoir savoir et détecter sur qui fait quoi, sans avoir besoin de discuter. Je suis ici, je vais détecter RD, donc je sais que j'ai une source en face. Je vais lui proposer mon 5 volts, 1,5 ampère, point. Je peux changer la valeur de la résistance pour changer les valeurs de courant. Mais je ne communique pas. La source va proposer, la charge va récupérer. Si elle est contente, ça va. Si elle n'est pas contente, c'est pas mon problème. Donc, ça, c'est le type C classique. Pour monter un peu plus haut en puissance, j'ai besoin d'un câble intelligent. Si je veux faire du power delivery jusqu'à 100 watts, ça veut dire 5 ampères, j'ai besoin d'un câble qui soit intelligent. Donc, j'ai besoin d'avoir une résistance de reconnaissance qui soit différente entre le RP et le RD, qui me permet, moi, en tant que charge ici, de ce côté-là, de venir détecter que j'ai une résistance RA. Ça veut dire que j'ai un câble intelligent. Donc, je vais commencer à discuter avec le câble intelligent pour m'assurer qu'il va pouvoir
supporter les 5 ampères. Si je n'ai pas de réponse de la part du câble, je ne délivrerai jamais les 5 ampères. Et avec donc les 2 pins CC et puis les différents types de connexions, je sais reconnaître à quel moment je suis en câble droit ou en câble croisé. Bon, ça pareil, je vous le laisse pour votre culture. Les valeurs de tension, 5 volts pour le power delivery, 1 ampère 5, ça peut être 3 ampères, donc 15 watts. Si je veux aller plus haut, il faut que je commence à discuter. Et en discutant, je vais pouvoir savoir si je propose 5, 9, 12, 15, 20 volts en fonction de la complexité de l'alimentation que je vais concevoir. On va voir quel type d'alimentation et comment gérer ces data objets ou ces propositions de puissance. Donc, pour votre information, pareil, si je fais que de la résistance, voilà les valeurs de résistance du consortium USB. C'est les valeurs impératives à utiliser. Si je veux me déclarer source, si je veux me déclarer source à 1 ampère et demi, me déclarer source à 3 ampères. Et pareil pour la charge de l'autre côté. Ça, c'est les valeurs de résistance que je dois mettre. Et la valeur de la résistance dans le câble. Donc, si je suis une source et que je rencontre une charge, tout va bien dans le meilleur des mondes. On notera ici que j'ai un petit MOS qui va me permettre de m'assurer que je ne donne pas d'alimentation à la source sans l'avoir détecté et sans savoir que c'est safe. Donc ça, c'est une des solutions pour éviter, par exemple, que j'ai un souci sur ma charge, j'avais 20 volts et que les 20 volts se répercutent directement sur la source et puissent l'exploser. Deuxième chose, donc ma résistance RP qui va pouvoir venir se mettre donc en source de courant et pouvoir venir en détection du RD de ce côté-là. Un RA, donc résistance pour le câble. Mon câble existe-t-il ou n'existe-t-il pas? Ou est-il intelligent ou est-il pas intelligent? S'il n'est pas intelligent, je n'ai pas la résistance. S'il est intelligent, j'ai une résistance. Et comme il est intelligent, eh bien, il faut que je lui donne à boire. Donc, il faut que je prévoie une alimentation qui est différente du Vbus, parce que c'est une alimentation 5 volts, pour m'assurer que je puisse réveiller l'électronique du câble et discuter avec lui. Donc, c'est pour ça que vous avez ces petits switches ici. Tout dépendra où est le RA. Et bien, je vais pouvoir, des deux côtés, lui donner l'alimentation VCON qu'il a besoin. Une fois que c'est fait, que j'ai discuté avec lui, je peux aller chercher ce qui se passe du côté de la charge. Je peux être aussi dual port. Donc, dual port, ça veut dire qu'à un moment donné, je peux fournir de l'alimentation et à un moment donné, c'est moi qui en veux. Un petit peu comme dans la pub de Samsung où une jolie demoiselle est en rade avec son téléphone et le monsieur lui propose gentiment de la connecter à son téléphone et de pouvoir la charger. Donc, c'est exactement ce qui se passe avec le type C. À un moment donné, je peux définir que je suis une source et à un moment donné, je peux définir que je suis une charge. Et si j'ai deux dual ports qui sont en contact, comme ils ne sont pas synchronisés, eh ben, c'est le plus rapide qui va se mettre en position. Donc, mettons que ça soit à côté gauche, je vais me déclarer source, l'autre va se déclarer charge, mais il va dire dans le protocole de communication, moi je suis chargé, je veux t'envoyer de l'énergie. Donc, ils vont pouvoir inverser les rôles. Ça prend même pas une seconde pour s'autodétecter et définir le propre sens source et charge. Bon, c'est ce que vous voyez sur la slide ici. Chose qui est intéressante aussi, c'est quand vous faites des adaptateurs type C, type B ou type C, type A avec les résistances, donc RD. Il n'y a pas d'intelligence dedans, donc il faut veiller vraiment à la bonne valeur de résistance à mettre à l'intérieur pour être sûr que si je suis un type A, donc si c'est moi qui fournis l'énergie, je fournisse l'énergie correcte.
Parce que si ma charge attend 1,5 ampère et que moi je fais une alimentation toute basique, que je lui fournisse que 500 milli, elle va faire la gueule, elle va pas être contente. Donc il faudrait qu'il y ait quelque part un warning sur la sink, une LED orange qui dise oh, bon, ok, je récupère de l'énergie, mais je suis pas super satisfait. Si tu pouvais me changer, ça serait bien, par exemple. Voilà l'idée. Pour vraiment appuyer là où ça fait mal, pour bien vous montrer le fait que les 20 volts peuvent être critiques, vous avez vu tout à l'heure que les pins VBus, les pins d'alimentation, le VBus et le GND sont plus longues sur le connecteur. Donc, ça veut dire que je vais être en contact direct du système avant de pouvoir venir me détecter, me connecter. Donc, si j'ai une alimentation défectueuse à 20 volts, genre un flyback avec un opto qui a claqué, mon flyback va avoir tendance à monter sa tension. Ou si j'avais besoin de fournir 20 volts et que je n'ai pas réussi à repasser à 0, eh ben j'arrive et bim, je balance les 20 volts dedans et je crame tout. Et après, je n'ai plus rien à identifier. Donc, l'idée la plus intéressante, c'est de pouvoir monitorer le bus. Je suis plugué, je monitore le bus, donc je mets un MOSFET, c'est un circuit ouvert, il ne se passe rien. Je fais des mesures de tension. Si je suis satisfait, je dis OK. Une fois que c'est OK, je peux alimenter. Donc ça, c'est la façon la plus safe de le faire. 2 mots, parce que le temps tourne et je voudrais vous parler de l'intérieur et un peu de l'électronique qu'il y a derrière le connecteur. Donc, il y a plusieurs systèmes, donc il y a plusieurs communications, ou il y a plusieurs en-têtes de communication pour être sûr que je m'adresse à la bonne personne. Donc, j'ai des en-têtes de messages pour discuter avec le câble intelligent, en tête ou en cul, et j'ai des en-têtes de messages pour venir discuter avec la source. Comme ça, je sais que je parle qu'à une seule personne, parce que comme j'ai mis le bon en-tête, les autres n'écoutent pas mon message. Donc ça, c'est les différents profils, par exemple, que je peux trouver en 5 volts en fonction des puissances que je veux. C'est le standard qui me dit ça. Et puis après, si je veux monter à 20 volts pour faire 100 watts, il me restera 5 ampères. Et avec 20 volts, si je veux avoir des puissances un peu plus faibles, je peux le gérer aussi. Donc c'est assez classique. Il faut que ma source soit capable de délivrer une alimentation qui me propose différents formats sans que l'humain ait besoin d'intervenir. Donc, il faut que je puisse changer la tension de sortie et la puissance, le cas échéant, pour m'assurer d'un contrôle de tension et d'un contrôle de courant. C'est une alimentation classique, il y a juste un contrôleur en sortie qui va me permettre de gérer tout ça. Et on va voir ça. Donc, blablabla. Les messages. Donc, je m'assure du message, j'envoie un message sur les pins CC. Pour m'assurer que le message est bien arrivé, la source va me dire « OK, j'ai bien reçu le message ». Donc, je peux envoyer encore un message « OK, bien reçu », encore un message « OK, bien reçu ». Le fait de dire bien reçu, c'est pas que je suis d'accord, c'est juste que j'ai bien reçu c'est un acknowledge, j'ai bien reçu le message. Après, je vais poser des questions et je vais choisir l'alimentation tension courant qui m'intéresse. Il y a un peu de codage derrière pour assurer les gens, c'est pas simple 0 et 1 qu'on envoie sur le câble. Il y a un peu de code qui est fait pour s'assurer que le message transmis, même si le câble USB il est pas super long, mais qu'il n'y ait pas d'interférence et de parasites et que mon message soit bien interprété de l'autre côté. C'est pas vous qui le faites en général, ça c'est embarqué dans le contrôleur, c'est lui qui gère tout ça. Donc, on arrive à ce qui est le plus intéressant. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me protéger contre les surtensions et les surintensités. Je dois me protéger contre les températures trop élevées. Je dois m'assurer d'être en safe 5 volts à la connexion, donc inférieure à 0,8 volts. Je dois pour ce faire donc décharger mon bus assez facilement dès que j'enlève le connecteur. Une fois que le connecteur s'est barré,
je décharge mon bus, donc il faut que je décharge les capas de sortie pour m'assurer que très vite, je retombe sur du 0 volt. Et pareil, comme je disais, je dois me protéger, mais ce n'est pas une obligation pour moi de protéger la source. Et personne ne peut m'en vouloir si je crame la source, parce qu'on ne me le dit pas dans le standard. Techniquement, c'est peut-être, or marketingement, c'est peut-être pas vendable, mais au moins, moi, l'USB, il ne me le dit pas. Donc, on est parti, comment ça marche pour avoir une petite idée. Je me connecte, c'est mon câble, c'est ma source, c'est ma charge. Qu'est-ce qui se passe? J'ai des sources de tension, de courant qui vont être générées pour pouvoir dire au sync je suis 1 ampère et demi, je suis 3 ampères. Et côté sync, j'ai ma résistance à 5,1 kg pour que je puisse me reconnaître. Ça, c'est la façon la plus facile de la reconnaissance. Si tout le monde est content, si ma tension ici est satisfaisante, c'est-à-dire 0 volt, donc je suis safe, donc je peux dire à ma source, je peux fermer ma source pour délivrer 5 volts. Du côté sync, je fais pareil, je vais mesurer la tension est 5 volts safe, donc je vais fermer le switch pour pouvoir aller travailler un peu plus loin. Et si je fais du power delivery avec les pins après, je vais pouvoir échanger un protocole pour me dire qu'est-ce que tu me proposes? Moi j'ai 9 volts 3 ampères, j'ai 12 volts, j'ai 20 volts, lequel tu choisis, etc. etc. Et une fois que que tout le monde est d'accord, j'ai un temps aussi maximum du 5 volts à monter, par exemple, au 20 volts. Je ne peux pas prendre 3 jours pour aller de 5 à 20. Si je ne suis pas assez rapide, je retourne à 0, donc mon MOS il se réouvre et je recommence à dérouler la séquence de protocole. Donc, il faut que je décharge, il faut que j'ai une tension safe 0,8 volts. Donc, je vais senser mon bus des deux côtés. Je vais senser mon bus pour m'assurer de la bonne tension et pour décharger cette capa-là qui est obligatoire, la capa de sortie. Il y a des valeurs maximum à respecter. Comme je pourrais trouver un 20 volts, il faut que cette capa-là puisse tenir 20 volts. C'est le but du jeu. Éventuellement, toute l'électronique qu'il y a ici aussi doit tenir 20 volts, puisque je suis très proche en cas de court-circuit. Il faut que je m'assure que tout ce beau monde puisse tenir 20 volts. C'est le cas des chips d'ST, ça doit être le cas sur certains autres et pas tout le monde. C'est au moins sur la version contrôleur pour s'assurer que le contrôleur ne craque pas en cas de défaillance. Ce serait plutôt con puisqu'il est là pour protéger. Donc voilà, what else? La slide d'après, c'est plus intéressant. Donc, 2, 3, on s'en fout. Ouais, pour que je puisse aller plus ou moins vite, donc les tensions de bus, je peux mettre une tolérance minimum et maximum. Ça, si je suis de 0, je dois passer à 5 volts. J'ai un délai de 270 millisecondes pour y arriver. Il faut que mon alim soit assez rapide et qu'elle soit stable pour monter le ramp-up. Et si je dois passer à 15 volts, c'est pareil. Donc, j'ai des overvoltage et des undervoltage qui vont, si j'enlève 20% à mes 15 volts, je vais décréter que je suis arrivé à la bonne tension. Donc, c'est pas besoin que je reset le système. C'est une petite astuce pour pouvoir gratter un peu de temps en 270 milli. Je suis pas tout à fait à 15 volts, mais je vais y arriver tranquille et le contrôleur, il me rouvre pas le circuit. Il faut que je puisse décharger mon système. Donc, pour la capa d'entrée, j'ai un système de décharge qui va me permettre de la décharger. Elle n'est pas très élevée, donc je peux utiliser un contrôleur avec un système interne pour décharger la capa. Et il va falloir que j'aille aussi décharger la capa de l'alimentation. Si j'ai un flyback, cette capa-là, c'est un ici sur la gauche.
elle est quand même élevée. Je ne peux pas utiliser un truc interne, donc je vais probablement coller une résistance avec un MOS. Quand je vais la décharger, hop là, je ferme le MOS et puis j'ai calculé la résistance qui va bien pour pouvoir décharger ma capa en 270 milli. Point. Ouais, ben c'est ce qu'il y a sur cette partie-là. Dans ce cas-là, je sais que je suis safe des deux côtés. J'ai déchargé mes capas. Mon alimentation, ma source est conforme à l'USB parce que si j'ai un connecteur qui vient se plugger, il verra du 0,8 volts self, donc connexion à froid. Après, on peut parler comment changer l'alimentation, parce que si je propose 5, 9, 12 et 15, ce n'est pas des étages d'alimentation différents hein, que j'ai, c'est juste la même alimentation. Je vais pouvoir, avec le contrôleur, juste jouer sur les résistances de feedback pour venir les mettre, dans ce cas-là, les court-circuiter pour changer la valeur du feedback. Donc, si je propose 5 PDO, donc 5 possibilités, il faut que je puisse m'assurer d'avoir suffisamment de résistance pour pouvoir venir faire un shunt, et pour changer la valeur de la tension. Ni plus ni moins, j'ai mon opto qui va être par là. Ça, c'est la sortie du flyback. Mon circuit de décharge. Ici, on note qu'il y a 2 MOSFET, un canal P qui ont été utilisés. Pourquoi? C'est juste pour la facilité du pilotage sur la gate. Ça a été fait comme ça. Ce n'est pas une obligation, mais ça, c'est sur les chips de ST, c'est fait comme ça. Et pourquoi 2? Parce que si j'ai 20 volts et que j'en laisse qu'un en canal P, la diode est polarisée. Donc, mon MOS, même s'il est ouvert, je m'en fous. J'ai les 20 volts qui vont passer de l'autre côté. Donc, c'est pour ça qu'il y a un deuxième pour pouvoir bloquer ce phénomène de body diode. En voltage régulation, ça, c'est ce que je vous ai dit. Vous allez venir contrôler les data objets par le jeu de résistance. Ce qui est intéressant, c'est les contrôles en tension, contrôle en courant. Alors, ce n'est pas nécessaire d'avoir les AOP en sortie. Hein. La majorité des fonctions sont intégrées. C'est juste voir comment ça se passe. J'ai une réflexion de la tension de mon VBus qui est arrivé sur un pouillème de quelques dixièmes sur la pin de contrôle de l'AOP. J'ai ma tension de référence. Donc, si j'ai la tension réfléchie ou la tension image du VBus qui déconne de trop ou qui monte un petit peu trop, j'ai mon contrôle en tension qui arrive ici. Je vais pouvoir dire à l'opto, shutdown. Même chose pour le courant. Je sais le courant que je propose dans mes PDO. Donc, j'ai mon jeu de résistance qui va me donner une tension de référence. Et là, je viens mesurer le courant qui traverse effectivement. Donc, en cas de court-circuit, on peut imaginer que le courant, il augmente de trop. Donc, mon AOP va aussi couper. Ça, c'est la façon de pouvoir contrôler et d'être sûr que les courants ne soient pas trop élevés. Il y a d'autres façons aussi de le faire. Là, je peux, pareil, je fais mon contrôle en tension ici et mon contrôle en courant. Si l'AOP détecte une tension de l'image du courant qui est trop élevée, ça va me faire jouer avec cette résistance-là qui va me permettre de tomber directement sur l'under voltage. Et donc, comme ça, mon MOS il va s'ouvrir, puisque je vais définir que je suis un under voltage. Donc, immédiatement, bim, je coupe la ligne et je protège le système. Donc, ça, c'est ce qui se passe avec l'USB. Pour ma part, en infini, parce que le filtrage, on en parlera ultérieurement, le but, c'était de vous sensibiliser à cette histoire d'alimentation multiple et de ce 20 volts qui n'apparaissait pas avant sur l'USB et de comment s'en protéger. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et là, vous avez 5 minutes pour écrire des questions. Je ne sais pas si Germain peut reprendre la main. Moi, je finis mon apéro et puis je vous dis à bientôt. Puis je reste là encore si vous avez des questions. Je suis joignable par mail aussi.
Voilà, reste là, Alain, parce que justement, il y a des questions. Il y en a pas mal que j'ai voulu te donner à toi parce elles vont être intéressantes pour l'Assemblée, enfin intéressantes pour toute l'Assemblée. Juste le temps que les personnes posent de nouvelles questions et le temps que tu te rafraîchisses et que tu reprennes une gorgée parce que tu dois être assoiffé Ouais, après une demi-heure ouais, là, voilà. je suis Euh, fébrile. je voulais juste rappeler qu'il y a d'autres webinaires qui vont continuer sur les prochaines semaines, qui ne sont pas encore en ligne. On va les publier à partir de demain normalement. Il faudra retourner s'inscrire si vous le souhaitez sur la page d'inscription des webinaires. Et après, on peut faire des sessions en plus privé par entreprise si vous le souhaitez, si vous voulez parler d'un projet particulier. On a une force commerciale de 45 personnes qui travaillent principalement à mi-temps pour ce mois d'avril et qui sont donc joignables tout le mois. Voilà, les composants, on en a parlé aujourd'hui, on a parlé un peu de com, mais un peu de power également. Il y a de la CEM avec les protections, notamment sur les surtensions qu'on peut évoquer pour l'USB type C. Les autres composants qu'on propose, vous les voyez ici, avec également des LED, des power modules. On a un nouveau département wireless connectivité avec des modules RF et des sensors. Et la partie connectique, dont on a parlé aujourd'hui également, même si Alain ne s'occupe pas de la connectique, on a aussi tous les mercredis une session faite par nos ingénieurs d'application connectique et vous avez tous les composants qui sont regroupés et dont s'occupent nos collègues de la connectique. Voilà, voilà, ça vous a laissé le temps de mettre de nouvelles questions que je vois apparaître. J'ai souvent aussi les questions par certaines personnes qui me disent j'ai raté le début, est-ce que je peux revoir? Oui, le replay sera disponible dans 1 heure ou deux au même lien. Donc vous vous reconnectez, vous pourrez revoir le début. Voilà. En attendant, je laisse cette page-là pour vous montrer où poser les questions. Et Alain, je vais reprendre l'ordre parce qu'il y a des questions qui nécessitaient Je suis en train ta je vais vite, réponse. Voilà. je suis en train de Ouais, il y a lire. quelqu'un qui parlait du câble intelligent. Je pense que tu y as peut-être Oui, répondu ensuite. non, j'ai pas encore répondu. Et après, Ouais. voilà, il y a eu plusieurs. La suite est arrivée justement à l'utilisation des les data D+, D-, uniquement sous le protocole USB type 2, USB 2, Le, pardon. le câble intelligent, c'est un câble qui, dans son connecteur, va récupérer aussi un contrôleur qui va permettre d'établir la communication entre la source et le câble. Alors, si le câble, ça c'est le débat aujourd'hui de l'USB, si le câble est fait pour l'alimentation, je vais confirmer, donc mon contrôleur va confirmer à la source qu'il est capable de tenir 5 ampères. Parce que si j'ai 1 mètre de câble ou plus, 5 ampères dans le câble, ça commence à chauffer un peu. Je risque d'avoir des problèmes si je ne suis pas compatible. Donc, c'est là l'intelligence. Après, il pourrait y avoir un câble intelligent qui me permette de dire je suis un répéteur type C parce que je veux mettre du HDMI, mais je veux traverser la pièce avec du HDMI. Donc, à un moment donné, il va falloir quand même que je mette un répéteur et il faudrait que cette partie intelligente puisse être en accessoire et puis puisse être identifiable dans le câble. Les câbles 3 ampères n'ont pas d'intelligence dedans, c'est juste un connecteur, un câble type C qui s'assure des 3 ampères, même si les connecteurs au debout sont certifiés déjà à l'origine 5 ampères. Le câble n'est pas forcément compatible pour pouvoir passer autant de puissance. Voilà le câble D'accord. intelligent. Donc, monsieur, Pouvez-vous nous si vous... proposer un type Ouais. C avec connecté à un device qui n'utilise que les paires des plus et des moins? Pas maintenant, mais oui, je peux le faire. On vous répond à part. D'accord, ok. Je vais noter ça, monsieur. Je mets notre mail, Alain. Oui, oui, oui. Il y a une question Pareil, sur le Safe 5 volts. Ouais, pardon, le vas-y. protocole USB 2.0 peut être utilisé avec un type C, oui, puisqu'il y a les pins qui sont disponibles. Et là, vous avez la possibilité de mettre du 5 volts ou de ne pas mettre du 5 volts comme à votre convenance.
Et si vous n'êtes pas en Power Delivery, donc si vous n'utilisez pas les pins CC en envoyant un message, vous aurez que du 5 volts sur l'alimentation, vous n'aurez jamais autre chose. Que signifie safe 5 volts? Alors, safe 5 volts, en fait, c'est le 0,8 déjà à la base pour être sûr que j'ai un plug à froid. Et après, le safe 5 volts, ça veut dire que si je donne 5 volts à un système USB, ben, tout le monde est content parce que l'alimentation était 5 volts sur l'USB. Donc, c'est safe. J'envoie quelque chose de 5 volts parce que je sais que je vais cramer personne. Une fois que j'ai envoyé ce 5 volts et que je peux commencer à faire une négociation entre mes pins CC, entre mes contrôleurs, là, je vais pouvoir dire, bon, ben ok, j'ai aussi du 9 et du 12, si tu es d'accord, lequel tu veux. Ben moi, je veux du 12, ok, bien compris, tu es prêt, oui. Et à ce moment-là, l'alimentation avec mes résistances, par exemple, là, je vais modifier mon set de résistance sur l'alimentation pour la monter progressivement à 12 volts et je vais transférer les 12 volts sur la charge, sur la source. Bon, j'espère que c'est plus clair. Détection de batterie morte. Exactement. Ouais, voilà. Détection de batterie morte. Oui, si je mets une source en fait qui a une batterie complètement vidée, je vais jamais pouvoir communiquer avec elle. C'est un peu comme le même principe que le transfert d'énergie sans contact, en fait. Il faut qu'à un moment donné, je puisse savoir qu'elle est complètement morte. Donc, il y a du hard à faire pour être sûr d'avoir cette version-là avec les SB pins. Donc, j'ai un set de résistance qui va se mettre ici. Donc, ma source est en mesure de savoir, OK, là, je peux avoir une batterie morte. Donc, je vais balancer un petit peu de jus pour réveiller le bébé et pour pouvoir commencer. Pareil, hein, j'enverrai que du 5 volts parce que je sais que je tue personne avec le 5 volts. Et si j'ai vraiment personne après qui me parle, ben, c'est qu'il y a un problème. Donc, je vais revenir à un état ouvert où je vais considérer en fonction du protocole que c'est juste un type C qui n'est pas Power Delivery. Donc, de toute façon, je donnerai que du 5 volts. Point. Donc, je pense que tu as répondu aux deux questions qui sont successives, Alain, là. Celle du dessous a été par la même personne et toujours à propos de la batterie, de la protection. Ben voilà, c'est la façon. Il faut utiliser autre chose que les pins CC parce que les pins CC, j'ai besoin d'alimentation pour balancer des messages dessus. Très bien. Donc, La suivante était à propos d'un chip sur le contrôle recommandé. J'ai répondu à monsieur en disant que tu le dirais peut-être oralement déjà à la suite de la présentation. Tu as parlé plusieurs fois de ST Micro. Tu voulais ajouter quelque chose là-dessus? Moi, j'aime bien ST parce que les supports techniques sont en France. Après, si vous partez avec Texas, ben, je vais pas pleurer non plus. Et si vous partez avec c'est qui Microchip ou Onsemi, vous pouvez le faire aussi. Moi, j'ai passé plus de temps à jouer avec ST qu'avec les autres. Donc voilà. Et je connais tout le monde chez ST. Voilà pourquoi ma présentation parle beaucoup de ST. Ouais. Les deux suivantes sont apparues pendant la session questions, donc je les ai même pas lues. Tu peux les lire avec moi. Alors, il y en a un sur la présentation. Je vais la faire parvenir à monsieur. Et tu peux répondre à celle du dessus? Laquelle? Le récepteur. Voilà, ah ouais, si vous êtes DRP à la base, vous pouvez changer. Si vous n'avez pas été conçu en DRP, vous ne pouvez pas changer. Donc en dual port. Il faut que vous puissiez avoir la possibilité de récupérer de faire chargeur et de faire récepteur à la fois. Et oui, vous pouvez récupérer parce qu'à un moment donné, il suffit d'utiliser les pins CC pour demander un changement d'état, accepté ou pas, mais vous pouvez demander le changement d'état, oui. Alors, bonjour, j'utilise un USB type C pour un appareil device avec le protocole 2.0, puis le facilement implémenté, j'envoie en charge sur mon device, charger le host tout en restant device.
Cas d'usage, ampli branché sur secteur, connectivité USB-D pour déclarer en carte. Si vous faites du Power Delivery, ouais, vous pouvez avoir une communication en USB 2, on s'en fout, parce que la partie Power Delivery est gérée par le contrôleur qui, lui, utilise les pins CC. Donc, la data, lui, s'en fout. Vous mettez la data que vous avez envie dessus. Il n'y a que si à un moment donné, vous voulez changer de protocole parce que vous voulez passer en HDMI. Donc, il va falloir préparer le hardware dans ce cas précis pour avoir les résistances de pull-up et de pull-down. Une fois que vous êtes établi en USB, vous avez les pins CC et vous allez faire une transmission et une demande de changer le protocole de communication. Et si la personne en face est d'accord et compatible, vous pouvez changer le protocole de communication. Il y a la personne qui t'avait demandé. Que pensez-vous des gens qui conçoivent des archis avec des connecteurs C sans toutes les protections que vous présentez dans la mesure où nous accédons difficilement, non sans outils, aux connecteurs? Ceux qui conçoivent du type C sans protection, soit vous maîtrisez complètement votre système et vous êtes certain que personne d'étranger à votre système viendra avec un connecteur type C se plugger dedans, parce que c'est vous qui maîtrisez. Donc, si c'est vous qui maîtrisez et que vous n'avez pas de 20 volts qui apparaît, parce qu'il n'y aura jamais une alimentation qui traîne 20 volts dans le coin, toutes les protections, c'est pas la peine. La protection, c'est si vous avez un connecteur ouvert et que je peux venir me plugger, n'importe qui pourrait arriver avec une alimentation 20 volts et vous fusiller le système. C'est là où il y a la protection à prendre en compte. Je fais du multi-alimentation parce que mon système me demande de changer de 5 à 20 volts. Il faut que je m'assure que ces 20 volts aient disparu à la fin. Si je suis jamais contraint et que je reste qu'en 5 volts, ben, je n'ai pas besoin de protéger. Je protège que ce qui peut m'arriver. Merci Alain. Il y a une dernière question à propos de la personne qui a demandé tout à l'heure s'il pouvait utiliser juste les D+, D- de l'USB 2.0. Il disait dans ce cas-là, il n'est plus réversible en parlant d'un protocole USB 2 avec le connecteur type C. Mais bon, la réponse est simple, mais c'était juste de proposer de la faire à l'oral. Vas-y. Ouais, non, mais c'est juste que oui, c'est juste la connectique sur le PCB qui sera la connectique reste la même sur le connecteur, donc les pistes des plus des moins sont accessibles des deux côtés ou pas. Ah ben ça c'est moi qui c'est en fonction du routage. Mon réceptacle voilà, il a que 2 pins. Mon plug a 2 pins. Donc il faut que je prévoie sur mon PCD, il y aura le contact sur les 2 pins. Il faut que j'aille mettre le contact. Mais j'ai pas besoin d'avoir puisque c'est la même pin, j'ai pas besoin d'avoir physiquement à l'intérieur. Et je suis réversible. Voilà, merci. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. On a un peu duré, ben, tant mieux, c'est qu'il y avait de l'intérêt. Il y a encore presque tout le monde de connecté, mais je ne vois pas de nouvelles questions. Je vérifie. Mais non. Pas de nouvelles questions, donc écoutez, à votre service. Merci Alain. Tu veux faire le mot de la fin? De rien. La fin. Bon apéro, bon confinement. Prenez soin de vous. Bonne journée à toutes et à tous. À la prochaine, à mercredi pour le prochain sujet.